de découvrir qu'on peut gagner de l'argent avec tout et n'importe quoi en fait, que l'argent est partout et que n'importe qui peut vraiment gagner de l'argent. Il y a plein de gens qui disent ouais, comment on fait pour gagner plus de 2 000 € par mois, etc. Bah, en fait, on peut pas vraiment t'expliquer parce que tout est possible. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, on se retrouve sur le Crayon Business, c'est Valorant. Je suis aujourd'hui avec Pierre-Elliott Lallemand, qui est un YouTuber, un entrepreneur qui a monté récemment Skill. Salut Pierre-Elliott. Salut. Je suis ravi d'accueillir sur la chaîne. Moi j'ai regardé beaucoup de tes vidéos YouTube depuis quelques années. Et du coup, nous voici ensemble. J'avais quand même comme première question de se lancer sur YouTube, c'est pas anodin. Et c'est souvent lié avec la création de communauté. Pourquoi avoir voulu créer une communauté ? Alors c'est une super question. Je pense qu'aujourd'hui, en 2021, on est un peu dans une mood où la créateur économie, elle est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de créateurs, il y a de plus en plus de gens qui comprennent que créer du contenu, ça permet de vivre de sa passion, ça permet de vivre de sa compétence, de son expertise, et ça permet aussi de créer un business. Et avant, on ne comprenait pas. Quand on regarde les années 2010, quand Gary Vee disait qu'il faut créer une communauté, il faut avoir un personal branding, etc., tout le monde qui lui disait mais qu'est-ce que tu racontes, créer une communauté, des trucs comme ça. Ouais, pour nous, c'était Norman et Cyprien, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, même une entreprise, même un business, une marque, va créer une communauté. Et même toutes les plus grandes marques cherchent à développer une communauté, parce qu'une communauté de personnes fidèles, ça permet de vendre ses produits et à un coût d'acquisition bien moins cher. Souvent, on dit que acquérir un nouveau client, ça coûte beaucoup plus cher que fidéliser les clients actuels. Et c'est vrai. Il y a des statistiques qui le prouvent, c'est entre 4 et 7 fois plus cher d'acquérir un nouveau client. Donc moi, alors je ne suis pas parti sur les statistiques, quand je me suis lancé, je ne me suis pas dit acquérir un nouveau client. Je me suis simplement dit, ok, aujourd'hui, j'ai envie de partager un peu ce que je fais. J'avais déjà lancé 2-3 petits business à droite à gauche. J'ai envie de partager un peu. Je vais raconter. Voilà. Au début, je me suis dit ça. Vraiment, il n'y avait pas de je veux créer une communauté pour pouvoir vivre de mon business. C'était vraiment du partage. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte de la puissance de ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, une action, une vidéo dans ta vie, un contenu, ça pouvait bouleverser toute ta vie. Parce que ça m'est arrivé, j'ai lancé une vidéo qui a fait 120 000 vues alors que j'avais, quelques centaines d'abonnés. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça pouvait tout changer parce que ça m'a ramené une petite communauté de 5000 personnes, cette vidéo. Et ça m'a permis en fait, d'en vivre ensuite par la suite. Parce que ces gens, ils attendaient mon contenu. Ces gens, ils répondaient à mon contenu, ils partageaient mon contenu, ils aimaient mon contenu. Et c'est aussi des gens qui attendaient que je leur propose peut-être des produits ou des services. Donc ça, c'est parce que je suis dans une thématique business, bien évidemment. Après, quand on est dans une thématique autre, il y a différents moyens de monétiser. Ça peut être avec des partenariats, en créant son e-commerce, sa marque. Il y a plein de stratégies. Mais moi, le but, c'était vraiment au début de partager. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme qui était assez sous-estimé, en fait. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des centaines de milliers d'abonnés ou des millions d'abonnés et qui en vivent un petit peu, mais c'est pas non plus extraordinaire. Moi qui en vivent pas très bien. Exactement. Et en fait, ils sous-estiment le potentiel de ce qu'ils ont entre les mains. Et c'est aussi des gens aussi qui sont des vrais créateurs de contenu, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas la fibre business aussi à côté pour mettre en place les choses, mais il y a un vrai potentiel sur ça. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on veut lancer un business en ligne ou qu'on veut développer son personal branding, ou même sa marque, être sur YouTube, c'est essentiel. T'es passé par beaucoup de sujets, il y a eu le dropshipping, il y a eu l'épargne, il y a eu les business en ligne, maintenant il y a pas mal de choses autour du Web3, des cryptos et des NFT. Déjà, c'est quoi la prochaine révolution en ligne ? Et plus globalement, est-ce que tu es plus passionné par les business, par l'innovation ? C'est quoi le truc qui, toi, t'attise ta curiosité ? Alors, moi, je suis quelqu'un de très curieux de base, donc tout ce qui est nouveau, ça va m'attirer. C'est-à-dire que le Web3, etc., c'est nouveau. En fait, c'est nouveau pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te dire « Ah, moi, ça fait 15 ans que je connais le Web3 », tu vois. C'est nouveau pour tout le monde. Donc, en fait, tu es au même niveau d'un gars qui peut être hyper expert sur des sujets similaires. Et ça, c'est cool. Donc, ça rassemble les gens, ils se rendent compte parce qu'en fait, tout le monde est un peu nul, quoi. Tu vois, c'est le début. Donc, moi, ça m'attire beaucoup. Après, il y a forcément aussi le côté businessman en moi qui fait que, forcément, quand il y a des opportunités, ça m'intéresse, sans forcément les creuser au maximum, mais ça m'intéresse de me pencher dessus, de regarder un petit peu de quoi ça parle, etc. Sur ma chaîne, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, j'avais démarré, comme tu l'as dit, sur tout ce qui est épargne, économie. C'était vraiment le début de ma chaîne. Parce qu'au début, je me suis dit, je vais me lancer dans les finances personnelles, j'aime bien. Et c'est un truc qui cartonne sur YouTube aux États-Unis. Et puis c'est un méga sujet en France.
Et alors, ça l'était pas forcément au début, en 2017. Non, mais justement, c'est un sujet où il y avait un gros manque Exactement. d'offres, quoi. Exactement. Et c'est là où tu as entièrement raison. Sauf que, en fait, j'étais pas armé dans ce que j'avais réalisé dans ma vie pour pouvoir trop en parler. C'est-à-dire que j'ai fait des vidéos sur comment économiser, comment gagner un peu d'argent, etc. Et je me suis vite retrouvé limité parce que je voulais parler par exemple d'investissement en bourse, d'investissement dans les cryptos, etc. Mais à l'époque, je n'en avais jamais fait en fait. Donc je me suis vite retrouvé limité. Et en fait, ça m'énervait un peu de parler de ces sujets-là. Voilà, j'avais pas forcément de passion. Donc je me suis dit, ok, je vais parler d'autres choses. Et à côté de ça, j'avais un petit business d'e-commerce, donc j'ai parlé de ça. J'ai commencé à parler du coup de drop. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des projets NFT hyper intéressants à suivre en ce mois de décembre 2021. Comment commencer un business en ligne en e-commerce avec 0 €. Et c'est ça qui est incroyable aujourd'hui. Avec Internet, on peut tout faire. Pour revenir à ce que tu disais sur le Web3, etc., moi je pense que... Au-delà du Web3, quelle est selon toi même la Ouais. prochaine grande révolution, tu vois? En ce moment, au moment où on parle, c'est tout ce qui est NFT, Web3, Metaverse. Je pense effectivement que c'est quelque chose qui est sur le long terme. Là, on est sur une hype. Donc forcément, à un moment, on va pas dire, la bulle va péter, on va dire. C'est un sujet d'avenir, mais qui a pris trop de hype aujourd'hui. À un moment, ça va redescendre un peu, ça va se tasser. Les gens vont moins en parler. Et ça va se construire petit à petit, comme on l'a vu avec les cryptos. Entre 2018 et 2021, enfin 2020, il y a eu 2 ans où on n'en parlait plus trop. Et c'est revenu hyper rapidement en mi-2020 après le Covid, 2021. Moi, je pense que voilà, ça va continuer un petit peu en 2022, cette hype. Après, ce qui va vraiment buzzer, c'est tout ce qui est creator economy. Pour moi, c'est un truc de fou. Il y a 2 ans, il y a eu le buzz de TikTok un peu pendant le confinement. Je pense que là, ça va continuer. Et d'ailleurs, on va voir vraiment, je pense, une fusion entre le côté creator economy et le côté Web3 qui va être assez dingue. Donc ça, à voir s'il y a une hype ou pas autour de ça. Mais en tout cas, c'est un truc qui va exploser. Et on verra de plus en plus de créateurs justement faire des choses en rapport avec le Web3, soit créer leur collection de NFT, soit peut-être accueillir leur communauté dans le Metaverse pour créer des événements. Voilà. Après, ça pose aussi la question de... Je trouve qu'il y a une porte d'entrée dans ce que tu fais qui est aussi sur comment passer de s'y connaître peu ou d'être assez amateur dans des sujets d'entrepreneuriat ou de business. Mais du coup, comment réussir à se lancer après concrètement? C'est quoi selon toi le plus gros blocage et comment passer ce plus gros blocage au démarrage? Pour moi, le blocage aujourd'hui, chez la plupart des gens, alors il y a plein de blocages, hein. J'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de connaissances, etc. Pour moi, le plus gros blocage, il est mindset. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens, ils se sont fait laver le cerveau par la société. Quand on va à l'école, l'école c'est très bien. Moi j'adore l'école, je suis pas un anti-école. J'ai fait d'ailleurs un bac+5, donc ce serait bête de dire que je suis un anti-école. Par contre, je trouve que, d'ailleurs c'est certain, le parcours est trop orienté salarié, je vais te foutre dans une case pour que tu aies cette voie toute tracée et que tu deviennes salarié, tu vois. Aujourd'hui, quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui est entreprenant, même quand il est enfant, il y a des gens, ça se voit quand ils sont enfants, tu vois, il est très créatif. Tu sens que c'est des Des personnes grosses qui... constructions de Lego. Voilà, exactement, des constructions de Lego, ils font des bons dinosaures quand ils dessinent, des choses comme ça. Enfin, on sent des gens créatifs et souvent ces personnes sont réprimées, que ce soit au collège, au lycée. On essaie de les mettre dans une autre case. En fait, on leur dit, bah non, en fait, ce que tu fais, c'est naze. Nous, on veut que tu fasses de l'histoire géo, on veut que tu fasses de ça, tu vois. Et ça, je trouve, c'est extrêmement mauvais parce qu'on va tuer, en fait, limite à la naissance des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, des créatifs qui pourraient faire des choses extraordinaires. Et on va leur dire, bah non, bah toi, en fait, t'es un créatif, mais on s'en fout, tu vas bosser à la poste, tu vois. Enfin, évidemment, j'extrapole, mais je trouve ça dommage parce que tu as plein de gens qui avaient des rêves, des projets et des talents, et au final qui n'émergent pas parce qu'il y a ce problème-là. Donc pour moi, je pense qu'il y a un problème mindset. Même quelqu'un, aujourd'hui, tu vois, que je vais coacher ou que je vais accompagner qui va être, je sais pas, étudiant ou salarié, bah, cette personne, tu vas lui demander, voilà, tu veux gagner combien? Et cette personne va dire, bah, moi, je veux juste gagner plus de 2 000 € par mois parce que 5 ou 10 000 ou 20 000, c'est pas possible, c'est impossible. Donc il y a un blocage niveau mindset, niveau argent. Les gens se disent qu'en fait, c'est impossible, c'est pas pour eux. Ils pensent que c'est que pour les autres, ils pensent qu'on doit faire de grandes études, qu'on doit être hyper talentueux, alors qu'en fait, il suffit d'être passionné dans un truc ou d'avoir une mini-expertise ou de se bouger un peu les fesses et de se rendre compte qu'on peut gagner de l'argent avec tout et n'importe quoi. Quand on voit aujourd'hui justement des gens qui font 10 millions en lançant une collection de 10 000 NFT, ok, il y a de l'organisation, il faut quand même voilà, créer une petite équipe, mais c'est pas infaisable, n'importe qui pourrait le faire. Donc c'est à la portée de tous. Simplement, je pense que le vrai blocage, il est psychologique. Les gens, ils pensent qu'ils peuvent pas avancer parce que toute la société leur a mis plein de trucs dans le crâne. Il faut que tu prennes cette voie-là, c'est pas fait pour toi, etc. Et en fait, ça tourne en boucle dans leur tête et ils sortent jamais de ça, quoi. Et c'est quoi les étapes? En fait,
Tu passes par quelle phase en fait dans ces processus-là? Bah, en fait, tu passes déjà. Moi, en tout cas, les phases que j'ai vécues, c'est en mode au début, j'étais à l'école, j'étais en école de commerce, etc. Et je me disais, ok, j'ai envie de réussir, et je sais pas ce que ça veut dire réussir, je sais pas ce que j'ai envie de faire, mais je veux réussiir. Donc au début, je passe dans des phases un peu complètement de délire, où je me dis, ouais, je vais devenir le loup de Wall Street, ça va être génial et tout. En fait, je me rends compte que je voulais pas du tout faire ça. Mais sur le coup, tu vois, tu pars dans des délires. Tu dis, la réussite, c'est ça, c'est avoir beaucoup d'argent, enfin voilà, tu pars dans des délires. Ensuite, tu as la phase mindset où, moi par exemple, j'ai commencé à lire des livres, genre classique, hein, Le Père riche, Père pauvre, tous ces trucs-là, où ça te met une claque parce que tu comprends les mécanismes de l'argent, tu comprends qu'en fait, tu peux gagner de l'argent sans travailler, entre guillemets. C'est-à-dire que tu peux avoir des choses qui tournent sans que toi tu travailles. Tu t'apprends à automatiser. Tu apprends à automatiser, tu apprends la différence actif-passif, tu apprends que tu n'es pas obligé d'échanger ton temps contre de l'argent, et ça, c'est un des plus gros blocages. Les gens, ils comprennent pas qu'on peut gagner de l'argent sans y passer du temps. Ça, pour les gens, c'est le premier. Pour moi, c'est un truc de fou. Et ça m'a mis une claque. Et je me suis dit, ok, ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas avoir ce mindset, cette façon de penser qu'on m'a inculqué. Il faut que je balaye tout, que je me construise ma propre façon de penser, que je me construise mes propres idées, et que je comprenne qu'en fait, je peux générer un revenu sans que le business soit corrélé à mon temps. Et là, quand tu commences à penser comme ça, tu te dis, ok, il y a des trucs à faire. Tu te dis, ok, le monde est différent. Il y a plein de choses qui sont possibles et tu commences à en fait étudier les différents types de business qui existent. Et c'est là que j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. J'y étais pas encore, donc je suis pas tombé sur moi-même. Mais j'ai commencé à regarder des vidéos de gens qui vivaient de leur blog, qui vivaient d'e-commerce. Voilà, tout plein de business en ligne. Oui, qui étaient des pionniers à l'époque. Exactement. C'était des pionniers, c'était des... alors, est-ce que j'ai des Maxence Rigotier que je suis pas forcément aujourd'hui, mais à l'époque, c'était eux qui étaient là, tu vois. Tous ces profils-là, Théophile Ollier, tous ces profils-là, Antoine BM aussi qui était là. Et je me rendais compte qu'ils vivaient de leur passion ou qu'ils avaient un lifestyle de fou, etc. Et moi, en fait, comme j'étais en école de commerce, mon souhait, c'est de surtout pas être salarié. Je voulais juste ça. Je me disais, ok, t'arrives en dernière année, il faut qu'il se passe un truc parce que là, sinon, tu vas droit dans le mur. Moi, je suis pas fait pour être salarié, je le sais, parce que j'aimais pas du tout. Qu'il y a une sorte de contrôle sur moi. Et je me suis dit, ok, la seule solution aujourd'hui pour que tu t'en sortes, c'est de créer un business en ligne. Pourquoi ? Parce que si je lance une startup, je vais jamais en vivre au bout d'un an, ça va être trop compliqué, c'est des business à croissance, etc. Donc je vais créer un business à cash flow. Donc business à cash flow, c'est un business qui va faire rentrer du cash. Donc ça peut être de la prestation de service ou un business en ligne. Voilà, j'avais pas forcément de compétences d'expertise, donc la presta, je l'ai mis de côté. J'ai lancé des business en ligne. Et au bout de quelques mois, donc... les premiers mois, c'était une catastrophe, évidemment. Hein. Comme tout. Hein. Ouais, j'ai lancé un e-commerce, c'est une catastrophe. J'ai lancé un blog, c'est une catastrophe. Et au bout d'un moment, je commence à bidouiller sur des marketplaces, à générer un peu d'argent. Et ensuite, à lancer ma chaîne YouTube. Et c'est là où ça a vraiment explosé. Voilà. Et tu as vraiment des phases de mindset, comme tu l'as dit. Hein. Des phases où au début, tu penses que c'est impossible. Ensuite, tu te prends une claque. Ensuite, tu commences à faire des recherches. Ensuite, tu commences à implémenter. Et pour moi, la vraie évolution, là où tu commences vraiment à avoir des résultats, c'est l'implémentation. Parce que l'implémentation, ça permet de faire des erreurs. Et faire des erreurs, ça permet d'apprendre. Et sur le coup, tu te dis, putain, j'ai perdu du temps. C'est saoulant, j'ai perdu 2 mois à implémenter un truc nul qui marche pas. Et en fait, ce truc nul, cette erreur, 6 mois après, tu te dis, ah, mais en fait, ça m'a aidé parce que je me suis rendu compte de ça. Ou ça m'a aidé à faire ça, en fait. Et c'est là que tu te rends compte que dans la vie, tout a une raison, en fait. Tout a un but. Même ce qui s'est passé il y a quelques années, ça te sert aujourd'hui. Comme Steve Jobs avec tout ce qui est calligraphie. Il avait fait des cours de calligraphie et ça lui a servi pour Apple. Tu dois croire que quoi qu'il arrive, les planètes vont s'aligner. Les dots get aligned. Ouais. Exactement. Et pour moi, ça c'est un truc dont je me suis rendu compte dans l'entrepreneuriat, où à un moment tout se recoupe, tout se rejoint, et c'est là où tu te dis, tout s'est passé comme prévu en fait. Et il n'y a pas un risque de solitude avec ce genre de processus ? Parce que moi, je me suis lancé aussi, et plutôt dans la partie, on va dire, entreprise, que dans la partie business en ligne de l'entrepreneuriat. Mais je me rends compte, nous, on a été 4 associés dès le début, et ça nous a énormément aidé justement à passer des étapes difficiles parce qu'on n'est pas seul. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de solitude aussi dans ce process-là ? Ouais, si, il y a un risque de solitude parce que forcément, quand tu lances un business en ligne, tu es seul chez toi. Moi, j'étais dans un 12 mètres carrés pendant 2 ans, où je suis passé dans 12 mètres carrés. Hein. Vraiment, je suis passé de... Je ne gagne absolument rien. Dans le 12 mètres carrés, je gagne 40 000 euros par mois, tu vois. Donc forcément, déjà, il y a un shift. Voilà, il y a un shift. Et c'est sans prétention, hein, c'est vraiment pour expliquer la différence.
il y a un shift qui est assez dingue, mais c'est vrai que dans tous les cas, tu te sens seul, que tu sois à 0 ou que tu sois à 40 000 ou 500 000 ou j'en sais rien. En fait, au début, pour moi, c'est important d'être seul. Pourquoi ? Parce que il faut pas que tu aies du brouhaha dans ton esprit de gens qui peuvent t'apporter des choses négatives. Et surtout au début, quand tu te lances, bah, tu n'as pas forcément un entourage entrepreneur. Tu vois, tu as tes parents, tu as ton frère, ta soeur, tes amis. Et pour moi, ça, c'est le pire entourage quand tu commences. Parce que ils te veulent ton bien, mais surtout, ils veulent que tu sois comme eux. Donc, psychologiquement, quand tes potes, ils te voient devenir entrepreneur, ils se disent non, non, non. Alors, tu vois, ils font pas exprès, hein, mais ils disent non, non, toi, tu vas venir avec moi en soirée, tu vas venir avec moi ici, là. Ils voient que tu deviennes différent et que tu t'éloignes. Et ça peut en vexer certains, mais vraiment, c'est intérieur. C'est-à-dire que moi, mes potes, ils disaient mais qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi tu viens pas avec nous ? Tu sors plus ? Et ça, je trouve que c'est. Au tout début, ça peut faire mal. Donc, si tu gardes ce brouhaha autour de toi, si tu gardes des gens comme ça autour de toi, ça peut créer une frustration chez toi et ça peut t'empêcher d'avancer. Donc, pour moi, le plus important, c'est vraiment au début être seul, mais pas être seul en mode vraiment voir personne, mais essayer d'apprendre à dire non à certaines choses et essayer de uniquement te focaliser sur ce que toi tu penses, sur ta vision et sur les objectifs que tu as envie d'accomplir. Ne pas écouter ce qu'on te dit autour. Sinon, c'est un bordel. Sauf si c'est des gens qui ont déjà réalisé ce que tu as fait. Voilà. Sinon. Non, mais je comprends très bien et je réagis à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que toi, tu n'étais pas très anti-école. Mais j'ai l'impression que beaucoup des entrepreneurs en ligne, tu as cité tout à l'heure Théophile Hélier, mais on pourrait ajouter Yomi Denzel, Antoine BM ou même Marketing Mania, hein, Stan Leloup. Est-ce que c'est pas aussi une réaction envers l'école, quand même, tous ces youtubeurs business ? Ouais. Parce que j'ai pas fait d'école de commerce, mais j'ai pas l'impression que ce qu'on apprend sur Marketing Mania, Yomi Denzel, Pierre Elliott ou d'autres, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on apprend en école de commerce. Alors non, exactement. Pour le coup, moi, tout ce que j'ai mis en place et tout ce que j'ai implémenté, je l'ai appris par moi-même. En école, franchement, et c'est pas du tout pour cracher sur une école de commerce ou quoi, mais j'ai absolument pas appris de tout ce que j'ai mis en place. Moi, j'ai appris des choses justement qui étaient très orientées salariés. C'est-à-dire que j'ai appris à faire du corporate finance, tout ce qui était RSE en entreprise, qui peuvent être intéressants. Tout ce qui est supply chain, voilà, ça peut être intéressant quand tu es dans une grosse boîte, tes cadres, etc. Mais quand tu veux devenir entrepreneur, ça ne sert quasiment à rien. Il y a des petites bases, tout ce qui est compta, etc. Bon, ok, pourquoi pas. Mais le reste, en fait, c'est des trucs que tu vas déléguer quand tu es entrepreneur. Tu n'es pas là pour faire de la corporate finance quand tu as ta boîte, ça ne te sert à rien. Donc, je pense qu'il y a une réaction anti-école, mais moi, c'était surtout plus réaction anti-système qu'anti-école. L'école, je pense que c'est important, surtout au début. Quand tu es enfant, tu vas rencontrer d'autres enfants, tu vas développer ta créativité, parce que tu fais quand même des dessins, tu apprends à écrire, tu apprends à lire. Je trouve ça super important. Mais après, je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres voies que, ok, je vais en école de commerce, j'apprends telle spécialité, je sais même pas si elle va me servir, mais bon, je le fais parce que je sais pas quoi faire d'autre. C'est souvent ça, hein. C'est le 99% des gens. Et en fait, tu te rends compte après que tu arrives dans un métier qui te déplaît pas, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Mais tu te l'admets pas parce que tu te dis, en fait, la vie c'est ça, quoi. Et c'est là où est le problème. La vie c'est pas ça. La vie ça doit être un kiff. La vie, tu dois pouvoir faire ce que tu veux. Et il y a plein de gens qui sont malheureusement dans une voie qui ne leur correspond pas. Donc moi, ça a été plus une réaction face à l'autorité. J'aime pas, moi, être compressé. Je suis quelqu'un en fait d'assez créatif. On le voit pas forcément, mais je suis quelqu'un d'assez créatif. Et j'avais vraiment cette sensation de pas avoir le contrôle et qu'on était tout le temps en oppression sur moi. Même si j'avais un boss gentil, hein. C'était vraiment tout le temps, je pouvais pas faire ce que je veux et ça faisait un mauvais sentiment à l'intérieur de moi. Et je pense qu'il y a des gens, ça fait pas cette réaction. Il y a des gens qui kiffent leur job, etc. et c'est tant mieux. Et il y a des gens qui ont d'autres ont d'autres croyances. Il y en a qui sont vraiment anti-école à 100%. Moi, j'aime bien l'école, mais je pense qu'il faut la compléter avec un autre système qui permettra à des gens de faire avancer leur créativité, de développer leur créativité, de développer leur talent. Ça peut être par exemple par l'auto-apprentissage sur le côté, via des plateformes justement comme Skill ou comme il y en a plein d'autres, hein, pour apprendre sur d'autres sujets, sur la créativité, etc. Ou via des parcours qui vont se développer aussi dans les écoles ou des partenariats qui doivent être réalisés. Mais aujourd'hui, c'est trop traditionnel, c'est trop vieux jeu, c'est trop... on est dans le moule. Tu vois, par exemple, moi dans mon école, il y a un master entrepreneuriat, je ne l'ai même pas fait. Je connais... Quel entrepreneur a réussi à faire un master entrepreneuriat ? T'as pas besoin de faire un master entrepreneuriat pour être entrepreneur, tu vois. Non mais je comprends très bien où tu veux en venir. Et puis ce système éducatif, c'est un truc qui pousse aussi certaines personnes à justement sortir de ce système. Et tu prends l'exemple du master entrepreneuriat. Moi, je suis sûr que c'est utile pour des gens, mais c'est vrai que la majorité des entrepreneurs ne sont pas sortis de là. Exactement. Mais du coup, dans ton profil, il y a énormément de gens qui ont quitté la France ou qui d'ailleurs n'y vivaient pas. Suisse, Dubaï, Thaïlande. Pourquoi toi, t'es resté ? C'est une super question. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la question principale de gens qui lancent un business en ligne.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, le business en ligne, ça te permet d'avoir cette liberté qui fait que tu travailles d'où tu veux. Oui, avec la grande mode du nomade digital, par exemple. Exactement. Les nomades digitaux, voilà, il y a des gens aussi qui veulent le beau temps, qui veulent les impôts. En fait, je me suis posé la question. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire des chiffres assez intéressants, quand tu commences à voir le montant de tes impôts, tu te poses la question. Tu vois, tu te dis, ok, voilà, comment je fais pour optimiser ? Et forcément, dans l'optimisation, moi, c'est la première question que je me suis posée. C'est vraiment, je veux optimiser mes impôts. Quelles sont les options ? Je peux faire des montages en France, je peux aller à l'étranger, etc. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la qualité de vie. Qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Où est-ce que je veux vivre ? Est-ce que je veux vivre au soleil ? Est-ce que je veux vivre à un endroit où il n'y a pas de Français, parce que les Français sont un peu râleurs ? Est-ce que je veux vivre là où il y a des synergies business ? Est-ce que je vais être reclus dans la campagne ? En fait, tout est une question de ce que tu veux toi dans la vie. Et le gros problème qu'il y a dans le business aujourd'hui, et je mets un point dessus directement, je le pointe du doigt, sans aucun problème, c'est que les gens sont un peu des moutons et vont dire tiens, on m'a dit que là-bas il n'y avait pas beaucoup d'impôts, j'y vais. Et c'est pas ça la question qu'il faut se poser. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je veux par rapport à mes objectifs ? Est-ce que je me vois vivre là-bas sur 5-10 ans ? Est-ce que je veux réduire mes impôts ou est-ce que je veux juste de la qualité de vie ? Et après, tu fais ton choix. Moi, je suis resté en France pour plusieurs raisons. De un, parce que je lance une start-up et quand tu es à Dubaï, lancer une start-up, c'est plus complexe parce que forcément, déjà, tu es jugé un petit peu. Forcément, les investisseurs français, ils en ont un peu rien à cirer. C'est plus compliqué de se développer sur faire des levées de fonds, etc. Et la France, il y avait aussi le réseau. J'ai tout un réseau business qui est sur Paris. J'ai ma petite amie qui est sur Paris. Et il y a de la famille aussi. Ouais, donc il y a ta vie ici. Voilà, il y a ma vie ici. Mais après, c'est vrai que j'y réfléchi parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Je pense que d'ici quelques années, je bougerai dans un autre pays. Mais j'irai pas pour les impôts. J'irai pour la qualité de vie. Moi, ça me dérange pas de payer les impôts en France. J'ai toujours vécu en France. Ça me dérange pas d'être redevable. Tu vois, je sais pas, pour moi, il y a la qualité de vie avant quand même le pas d'impôt. C'est quand même... C'est des choix, moi je comprends. Moi je suis hyper attaché à la France et je compte construire en France aussi, mais c'est une vraie question qui se pose parce que beaucoup de gens ont profité de cette vague, on va dire, de digitalisation et de remote Bien sûr. pour justement en fait vivre dans des pays qui sont aussi parfois plus amusants et plus folkloriques que la Complètement. France. Je prends l'exemple de Stan Leloup par rapport à la Thaïlande. C'est aussi un exotisme, tu vois. Exactement. Et je comprends absolument ces gens-là. C'est-à-dire que c'est juste une question de qu'est-ce que je veux et je fais mon choix, en fait, tout simplement. Et il y a aussi du coup toute la transition que tu fais de business en ligne à business réel, même si c'est pas des petits business, c'est pas des faux business les business en ligne, mais à business concret au quotidien avec beaucoup plus d'interactions humaines dans la vraie vie. C'est quoi le gap entre les deux ? Comment toi tu vis justement ce pivot entre tout online et le réel en fait, dans le sens des rencontres et quotidiennes et tout ce qui va avec ? Alors, moi, je suis vraiment très digital. C'est-à-dire que j'ai énormément d'interactions avec des gens dans la journée, mais en digital. Aujourd'hui, je travaille de chez moi, donc j'ai un bureau chez moi, en fait. J'ai changé, hein, il y a plus de 12 mètres carrés, on a un peu évolué. Donc j'ai un bureau chez moi, ce qui me permet de travailler vraiment de manière assez productive, optimisée. Et j'ai beaucoup d'interactions digitales, donc via WhatsApp, via Slack, toutes ces choses-là. Après, c'est vrai que c'est très important d'avoir des rencontres physiques. Moi, je suis quelqu'un, j'ai un peu une double personnalité. J'aime bien être seul, mais j'aime bien aussi être avec des gens. Il ne faut pas trop que je sois avec des gens, ni trop que je sois seul. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et du coup, j'ai ce truc de... J'aime bien parfois, voilà, il y a des jours où je suis essentiellement chez moi et je parle juste avec mon équipe ou des potes, etc., business, entrepreneurs, via Slack ou WhatsApp. Et il y a des jours, comme ici, où voilà, je vais à des rencontres, des interviews, des after-work, des choses comme ça, ce qui permet de rencontrer du monde. Et je me suis rendu compte d'un truc qui est hyper important, en fait, et je mettais pas assez d'accent là-dessus avant, c'est que le réseau, pour moi, c'est quasiment le critère numéro 1 de réussite aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, parce que j'ai rencontré des gens, parfois une personne, qui ont pas tout changé dans ma vie, mais qui m'ont permis de faire... D'accélérer. Voilà, de passer à une step incroyable. Et je me rends compte aussi, hein, via des amis, par exemple, moi je leur ai introduit une personne ou autre, ça permet vraiment de passer au niveau supérieur et d'arriver dans des sphères où on pensait qu'on n'y arriverait pas. Et du coup, maintenant, je me force à écrire à des gens. Tous les jours, j'écris à 4-5 personnes à qui j'ai jamais parlé. Donc j'envoie un message, ou je réagis à une story, ou j'écris un mail. Parfois, j'ai pas de réponse. Parfois, j'ai une réponse. Et quand tu as une réponse, en fait, tu te dis, ok, parfois ça donne rien, on échange 2-3 messages, il se passe rien, mais tu as un pied dans la porte. Ouais, je comprends. Et ça... Tu réussis à construire un peu une carte de qui Exactement. existe et qui répond, quoi. Exactement, il y a ça. Et la prochaine fois que tu vas écrire à cette personne pour soit lui proposer quelque chose ou autre, cette personne va répondre. Même si elle dit non, elle répondra, elle va pas te mettre un vent alors qu'elle t'a répondu avant. Et ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment hyper puissant, tu vois. Par exemple, pour l'exemple d'Oussama qu'on a vu au château,
pour le lancement du NFT. Et ben en fait, 2 semaines avant, je l'avais vu à Lisbonne. Il avait dit qui était à Lisbonne. J'ai organisé une soirée. Je lui avais jamais parlé. Je réponds à sa story. Et le lendemain, je me retrouve avec 30-40 entrepreneurs crypto dans une villa à échanger crypto-monnaie avec des personnes vraiment incroyables. Des personnes qui ont levé des dizaines de millions d'euros dans la crypto-monnaie, qui ont lancé plein de projets. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, si j'avais pas envoyé ce message, et ben en fait, j'aurais pas rencontré ces gens. Et là, aujourd'hui, j'ai noué certaines relations avec des personnes qui me permettent encore plus d'étendre mon réseau. Et c'est là que tu te rends compte vraiment de la puissance de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu dévié du sujet, mais, Non, mais je comprends c'est très bien. ultra puissant de créer son réseau. Et le mieux, c'est de le faire sans arrière-pensée. De le faire de manière Curieuse. désintéressée. Voilà, désintéressée, pas dans le sens négatif, mais dans le sens, je n'attends pas quelque chose de toi. Plus en mode, je m'intéresse à toi, je vais te poser des questions, je vais me présenter, je vais m'intéresser à ce que tu fais, mais moi, je n'attends rien de toi, je n'attends pas à ce que tu me proposes de faire quelque chose. Apporter quelque chose. Et maintenant, je le fais tout le temps quand j'échange avec quelqu'un, je lui dis, bah voilà, est-ce que je peux t'aider dans ton activité? Est-ce que je peux te mettre en contact avec quelqu'un? Est-ce que je peux faire ci pour toi? Et en fait, même si la personne, elle te dit non, elle va se dire, bah il est sympa, il m'a quand même proposé... Ouais, ça envoie de la force. voilà. Et ça, je le fais et je trouve ça super puissant. Super intéressant. C'est les 2 dernières questions qu'on pose à toutes nos interviews, toutes branches confondues sur le crayon. Quelle est la personne que tu aimerais voir dans cette interview vision pour le crayon business? Alors, c'est une personne avec qui justement, je suis dans le business depuis le début. On a commencé à peu près ensemble, on était en alternance ensemble, alors pas dans la même, mais on était en alternance ensemble. Aujourd'hui, il est plus parti dans les projets crypto, il a lancé un play to earn qui s'appelle Mecha Chain. Donc c'est Roman Cherny. Il a aussi Ecom French Touch sur YouTube. Ok, je vois très bien. Voilà, c'est Roman et Maxime. J'aime beaucoup la chaîne Ecom French Touch. Ouais. Et là, ils ont lancé un projet Play to Earn, donc ils ont levé 6 millions, je crois, en faisant une ICO. Ils sont à Lisbonne. Et c'est les entrepreneurs, il y a Roman et Maxime, hein, je dis Roman parce que tu m'as demandé une personne, mais les deux sont exceptionnels. Ils sont très doués, sont très bons, c'est des mecs des acharnés de travail. Et ils ont un projet de dingue, donc déjà allez voir leur projet parce qu'il est fou. Hein, Play to Earn, c'est l'avenir, hein, tout ce qui est jeux vidéo qui rémunère les joueurs, pour résumer. Et en plus de ça, je pense qu'il a énormément de choses à raconter. Donc si tu arrives à l'avoir, il est à Lisbonne, mais si tu arrives à le capter quand il passe vers Paris, Ah bah je serais ravi, Roman et Maxime, si vous nous regardez. voilà. Bienvenue. Tous les deux, ils sont assez cool. Et c'est la dernière question. Est-ce que tu as une citation ou une punchline de toi ou de quelqu'un d'autre qui au quotidien t'inspire ou te guide, que tu aimerais partager aux gens? Alors j'en ai 2. Vas-y. Alors la première, c'est un peu plus motivation. C'est si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Donc en fait, tu es responsable de ta vie. C'est toi qui es en contrôle de ta vie. Donc en fait, à 40 ans, il n'y a personne qui va te dire tiens, j'ai réalisé ton rêve, il est pour toi. Tu vois, non, c'est toi qui dois aller à fond. Et le deuxième, on en a parlé tout à l'heure justement, c'est en général, je dis tu n'es qu'à un contenu de bouleverser ta vie à jamais. Mais on pourrait élargir ça à tu n'es qu'à une action de bouleverser ta vie à jamais. C'est-à-dire contacter une personne, poster une vidéo sur YouTube, poster un post Facebook. Parfois, une chose peut tout changer. Et quand tu analyses des gens qui ont réussi, c'est vraiment un effet de Pareto. C'est des gens qui ont fait des actions toutes petites, qui ont tout bouleversé. Alors que parfois, avant, ils ont travaillé pendant des années, il ne s'est rien passé, et après, pareil. Mais au milieu, tu as une action qui les a fait exploser. Et ça, c'est un schéma qui se répète chez beaucoup de gens. Donc, il y a le travail sur le long terme, mais c'est un tout petit truc qui change tout. Donc, n'oubliez pas, dès que vous avez envie de passer à l'action, dès que vous dites « faut que je fasse ça », au lieu de vous poser la question toute la journée « est-ce qu'il faut que je fasse ?» Faites-le, et vous verrez les résultats qui vont arriver. Merci beaucoup Pierre Elliott. Merci à toi, à bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous évidemment à la chaîne du Crayon Business si vous voulez d'autres interviews qui vous permettent de vulgariser un peu les affaires et de comprendre un peu comment fonctionnent tous ces systèmes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Valran. Ciao.